Bonjour à tous, bienvenue à vous. Quel plaisir de vous accueillir aujourd'hui, chers viticulteurs, auditeurs. Pour faire suite aux enseignements des rencontres vitisphères appliquées à la protection biocontrôle du vignoble, nous vous proposons à présent une table ronde sur un sujet qui fait partie, au même titre que les enjeux environnementaux et sociétaux, des futurs challenges du viticulteur. Il s'agit des enjeux liés aux aléas climatiques. Pour vous en parler, Vitisphère a sollicité la société Sanagri, experte des solutions de protection climatique intelligente et précise, qui apporte un véritable accompagnement pour la protection de votre outil de production. Car on le sait, les changements climatiques, les épisodes de canicule, de grêle et de sécheresse, mais aussi les orages sont de plus en plus nombreux. Et ils représentent une menace pour notre agriculture et bien sûr notre viticulture. Autrefois occasionnels, nous le remarquons tous, ces épisodes se multiplient et s'intensifient. Aujourd'hui, des régions et des terroirs entiers sont menacés d'aridité, même dans l'Hexagone. L'agrivoltaïsme dynamique apporte aux viticulteurs une innovation de rupture. Cette technologie permet d'améliorer durablement la production en protégeant les cultures, tout en, cerise sur le gâteau, générant de l'énergie solaire. Les systèmes Sanagri reposent sur un ensemble de panneaux pilotables en temps réel qui s'orientent prioritairement selon le besoin d'ombre ou d'ensoleillement de la plante. Vous le constaterez, le modèle agronomie Sanagri est unique. Il associe agronomie, traitement digital et technologie photovoltaïque dynamique. Avant de commencer, voici quelques consignes. Si vous le souhaitez, vous pouvez interagir avec nous et poser vos questions durant la présentation. Pour cela, rien de plus simple. Vous déposez votre question par écrit en passant par la console de la plateforme grâce à laquelle vous vous êtes connecté. Il suffit d'ouvrir la console au moyen de la flèche, puis de taper votre question dans la zone réservée à cet effet, et je me chargerai de la relayer de vive voix une fois la présentation terminée. Nous vous proposons également, à l'issue de notre table ronde, de vous mettre en relation, si vous le souhaitez, avec les experts Sanagri pour un entretien individuel. Il suffira de nous en faire la demande par le biais également de la console ou par le biais du petit sondage que nous ferons apparaître en fin de présentation. Aujourd'hui, pour répondre à toutes vos questions autour de l'agrivoltaïsme dynamique, nous serons en compagnie de 3 invités. Saluons d'abord Perrine Fortin, qui est responsable du pôle agro chez Sanagri. Bonjour Perrine. Bonjour à tous. Stéphane Roch, qui est directeur de la cave coopérative des vignerons de Florensac, est également avec nous. Bonjour Stéphane, merci d'être des nôtres. Bonjour à tout le monde. Et enfin, Julien Thierry, qui est chef du service viticulture à la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales. Bonjour Julien. Bonjour et bienvenue à tous. Mais je me tourne tout de suite vers Perrine. Perrine, pourriez-vous en 2 mots repréciser pour nos auditeurs ce que l'on entend par agrivoltaïsme dynamique? Oui, bien sûr. Alors, bonjour à tous. Donc, l'agrivoltaïsme a vu le jour il y a maintenant une dizaine d'années. Donc, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme, c'est un outil de protection face au changement climatique. Donc, qui a pour visée de réduire différents stress, et notamment les stress hydriques, radiatifs et thermiques sur des cultures. Donc, aujourd'hui, on va parler essentiellement de viticulture, mais on s'adresse également à l'arboriculture et au maraîchage. Donc, c'est un système qui a une visée de protection des cultures et qui, à titre secondaire, qui est un système de production d'électricité photovoltaïque. Et finalement, c'est par le biais de l'installation de panneaux qui sont mis à 5 mètres de haut qu'on va apporter une protection climatique en apportant de l'ombrage de façon intelligente, c'est-à-dire en optimisant la photosynthèse de la plante et sa production. Merci Perrine pour ce rappel et je passe à présent la parole à Stéphane Roch de la cave coopérative de Florensac dans l'Hérault qui va nous parler des solutions d'adaptation proposées aux viticulteurs. On se souvient tous des températures exponentielles enregistrées il y a 2 ans, les 46 degrés qui avaient fait les gros titres dans la presse et de l'échaudage qui en a résulté dans cette région. De quelles solutions disposent les viticulteurs en Languedoc? Stéphane, c'est à vous.
Et moi, je vais essayer d'abord de planter un peu le décor pour introduire mes collaborateurs qui vont parler après moi. Donc, juste pour résumer, je vous ai mis une petite diapo pour vous montrer ce qu'est les vignerons de Florensac aujourd'hui. Faire diapo qui suit, voilà, 650 hectares aujourd'hui de vignes. Hein. Nous sommes situés en Languedoc. Nous sommes au bord du bassin de Thau. Donc aujourd'hui, nos exploitations en moyenne elles sont 25 à 40 hectares et ça représente 96 producteurs. Donc Florensac, historiquement, hein, il a eu un haut niveau d'exigence au niveau agronomique, avec notamment l'ICV, l'Institut coopératif du vin, qui nous accompagne sur le suivi agronomique de toutes nos parcelles, de nos adhérents. Mais on se rend compte aujourd'hui que cela ne suffit plus. En termes de production, quelques mots. Hein, donc, on est un peu atypique en Languedoc, on produit 45 000 hectos. C'est 70% de blanc, donc c'est très atypique, donc ça demande un climat très particulier pour garder la fraîcheur et toute l'aromatique de ces vins-là. Voilà, principalement un IGP Côte de Thau, IGP Pays d'Oc et un petit peu de Picoul de Pinet. Voilà, donc on produit réellement des vins frais, très minéraux, avec des intensités un peu marines, florales. Donc on est touché de plein fouet par toutes ces problématiques de réchauffement. Nos orientations commerciales, d'ailleurs, elles sont plutôt sur la partie export pour 40%, notamment les pays anglo-saxons qui sont très friands de nos vins aujourd'hui. Voilà, si on suit la diapo d'après, si vous venez nous rencontrer à Florensac, qu'est-ce qui nous caractérise? D'abord, il y a une douzaine d'années, on a créé le site Vinipolis, qui est un pôle de tourisme, avec un magasin, bien sûr, de la restauration, et une salle de réception où on a de nombreux séminaires, de beaucoup d'entreprises qui viennent nous visiter. Et voilà, donc le but étant de promouvoir, bien sûr, et valoriser nos produits. Sur la même période, je vous l'ai dit, Florensac est très attaché à l'environnement et à son impact sur cet environnement. Nous avons été la cave, une des pionnières à implanter des panneaux photovoltaïques sur les toitures et sur le parking. On a deux héliophanes derrière. Aujourd'hui, quand même, ça représente 44% de notre énergie consommée. Donc, quand on fait des blancs, notamment à Languedoc, où en fin août et en septembre, il fait très chaud, on est quand même des gros consommateurs d'énergie. Vous voyez la photo avec le coupe de froid. Derrière, évidemment, plus on vendange tard, mieux c'est pour nous, parce qu'on a des températures qui sont plus fraîches, et ça nous permet derrière d'être plus efficient par rapport à tous ces enjeux. Donc, maintenant, je vais parler effectivement au sujet qui nous incombe, le changement climatique. Avant d'en parler, juste pour vous préciser que le Languedoc, on a une problématique aujourd'hui qui est relativement importante, qui est la pression du terroir par rapport à l'immobilier. Aujourd'hui, on copartage notre territoire entre l'agriculture, la pression immobilière et de plus en plus avec les énergies renouvelables. Et là, j'y répondrai et reviendrai après. L'agrivoltaïque apporte une réelle solution à ce partage de territoire. Après, le changement climatique est aussi réel. Je vais vous donner quelques exemples qui nous concernent. On va dire qu'en 10 ans, en 20 ans, on a gagné à peu près 10 jours de précocité sur notre territoire. On vendangeait nos chardonnays plutôt autour du 20-25 septembre. Aujourd'hui, on arrive plutôt au 5-10 septembre. Et cette année, on a vendangé des muscats et des sauvignons le 17 août. C'est colossal. Avant, on commençait plutôt autour du 25 août, voire quasiment le 30 août. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire des équilibres physiologiques qui sont plus précoces, tout en ayant une limite dans l'équilibre, tout ce qui est aromatique, la complexité, les équilibres. Voilà. Donc, quel est le facteur numéro 1 par rapport à ce réchauffement climatique? D'abord, c'est le manque d'eau. Le manque d'eau qui est de plus en plus régulier. Hein. On a des rendements qui sont globalement à la baisse. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, pour faire des grands vins, il faut d'abord un terroir.
mais il faut aussi beaucoup de feuilles et il faut que la photosynthèse se passe au mieux. Ça veut dire aussi de plus en plus d'eau. Nos vignes, aujourd'hui, on est sur des palissages en moyenne avec 2 à 3 fils releveurs. On dépasse les 2 mètres de hauteur de feuilles, ce qui est très, très gourmand à nous pour arriver à l'équilibre qu'on recherche pour nos cuvées. Donc, l'objectif, c'est d'avoir de meilleurs raisins, mais ça veut dire aussi d'avoir plus d'amplitude de température pour cela. Et quand on vendange plus tôt, on échappe à cet aspect de septembre où le fait qu'on ait les roues d'un côté et le bassin de taux de l'autre, on a des forts échanges de température entre la nuit et le jour, donc des forts écarts, et ça nous permet d'avoir des effets recherchés sur l'aromatique et la concentration aromatique qui est plus intéressante. En vendangeant en août, vous comprenez bien, les amplitudes sont beaucoup moins élevées et on perd cet intérêt-là. Donc le soleil, vous avez une photo d'échaudage, là, c'est une de nos parcelles que l'on a en coteau. Ça, c'est en 2019. Vous voyez, on a été fortement impacté par cette millésime complètement fou. On a atteint 46 degrés dans une commune voisine à Florensac. Donc la grillure qui a un impact important, hein, au-delà de la perte immédiate de raisin. On a aussi toute une parcelle à reconditionner pour l'année d'après qui subit la sécheresse. La vigne est plante pérenne, donc on a des impacts pendant 2-3 années qui suivent. Hein. Bien sûr, le gel de plus en plus fréquent. On a de plus en plus de précocité de débourrement. Là, on est en plein débourrement des chardonnays. Donc, on a encore 2 mois pour sortir de cette période très, très précaire par rapport au risque de gel. Donc, il y a pareil, en 2018, on a perdu 100 hectares gelés à 100%. Vous avez une photo qui matérialise bien ça. Et enfin, la grêle. Aujourd'hui, la grêle est un danger immédiat, on va dire, sur tous les millésimes. Du fait de réchauffement de la Méditerranée, avec ces températures, on arrive à avoir des nuages de grêle qui passent autour de nous et parfois sur nos vignes tous les ans aujourd'hui. Donc, globalement, on a estimé que 3 années sur 5, ce sont des millésimes à petit rendement. Voilà, on est en dessous de notre moyenne. Il y a une dizaine d'années, on était plutôt à 2. Voilà. Donc, on a une accélération du phénomène et on a des difficultés. Vous savez, à Languedoc, on est sur des adéquations qualité-prix. Donc, il faut qu'on soit très, très performant sur cette adéquation rendement et qualité de raisin pour être performant sur nos marchés qui en découlent. Donc, ce qui est clair, c'est qu'on a plus d'alcool, on a moins d'acidité, moins d'arômes. Du coup, on a des plaisirs un peu plus compliqués de vivre. Il va falloir tout ça rééquilibrer au moment des vinifications. On sait très bien que ce que le raisin nous apporte naturellement, c'est beaucoup plus intéressant pour la suite et pour les vins. Donc, les solutions qu'on a commencé à mettre en place, hein, bien sûr, la première qui vient à l'horizon, c'est l'irrigation. Le problème de l'irrigation, il y a 10 ans, on n'en parlait même pas dans notre coopérative. Aujourd'hui, on est à 20% et on pense que d'ici 8 ans maximum, on sera plus de 80% irrigué. Le problème, c'est l'accès à l'eau. Il y a tout plein de projets de retenue communautaire, il y a Aquadumicia qui arrive, mais l'accès à l'eau devient de plus en plus complexe. Donc, ce n'est pas la solution, vraiment l'alternative absolue à nos problématiques. Je ne sais pas qu'elle doit se voir en correspondance avec d'autres solutions à envisager. L'objectif étant de valoriser nos producteurs. Donc, le rendement moyen de nos parcelles est très important. Et c'est une solution, c'est une complexité aujourd'hui d'y arriver de manière de plus en plus affinée. Donc après, il y a d'autres solutions qui arrivent aujourd'hui, mais elles sont souvent soit trop onéreuses, soit complètement inadaptées à nos pratiques culturelles. Je parle par exemple des fils d'ombrage. Ça se prête plutôt très bien sur l'arboriculture, mais sur le viticole, c'est très très compliqué à mettre en œuvre et ça serait excessivement onéreux. Après, il y a d'autres solutions qui sont envisagées, mais qui sont encore trop précoces, notamment les nouveaux cépages qui sont en cours de création, qui sont plus adaptés au changement climatique. Encore faut-il arriver à les développer, à les mettre en place et après à les faire connaître auprès de nos clients, nos consommateurs, qui puissent acheter les vins
de ces cuvées-là. Aujourd'hui, on achète encore beaucoup de cépages qui sont très connus, comme les chardonnays sauvignons, mais on n'achète pas, les consommateurs connaissent encore très peu ces nouveaux cépages qui arrivent. Voilà, donc du coup, il y a 3 ans à peu près, nous avons eu connaissance de Snagri et du projet agrivoltaïque. Nous les avons contactés et ça a été une évidence pour nous par rapport à toutes ces problématiques parce que déjà leur expertise sur toutes ces technologies et après leur soutien pour mener ce projet ambitieux. Aujourd'hui, le projet sur Fransac concerne 4,8 hectares sous dispositif dynamique, dont avec un hectare de témoins en plus. Alors, c'est un projet, c'est souvent des projets qui sont un peu complexes à mener. Donc, très, très vite, on a mis la commune de Florensac autour de la table. Vu que c'est une commune qui est très soucieuse des enjeux environnementaux et économiques, qui a répondu présent de suite. Donc, en fait, la commune va nous permettre d'avoir accès à des terres et pour y implanter des jeunes. Donc, en plus, ça nous permettra de renouveler les générations par derrière. Voilà. Et après, on va se mettre en agriculture biologique sous ces dispositifs. Voilà. Donc, Snagri, l'avantage, c'est son accompagnement et son expertise pour nous aider à mieux piloter. Il faut un pilote derrière. Vous avez compris, vous allez le comprendre. Quelque chose de très technique. Donc, il faut vraiment un pilote et un accompagnateur. Voilà. Merci beaucoup Stéphane pour ce retour d'expérience terrain agréablement chantant avec l'accent. Et c'est à présent au tour de Perrine de nous présenter la technologie Snagri. Perrine, expliquez-nous comment fonctionne cette protection climatique intelligente et en quoi est-ce une solution pour les viticulteurs soumis à ces problématiques de changement climatique? Oui, merci Marianne. Donc je vais compléter la première définition que je vous ai faite en introduction. Aujourd'hui, donc vous allez voir sur la photo juste après, le dispositif agrivoltaïque qu'on propose est dynamique. Et c'est dans cette notion de dynamique qu'est portée toute l'intelligence du système. Donc ici, vous voyez donc sur une parcelle la structure agrivoltaïque qui est implantée. Donc ici sur une vigne adulte. Donc finalement, l'outil agrivoltaïque dynamique est composé de plusieurs ensembles. Donc, il y a l'infrastructure avec des poteaux, des panneaux du coup photovoltaïques qui vont produire de l'électricité, qui vont être disposés au-dessus des rangées de vignes et qui vont finalement apporter de l'ombrage au moment où la plante va en avoir besoin. Et c'est tout le principe de notre pilotage, c'est de pouvoir optimiser à chaque instant les conditions microclimatiques et donc finalement le bien-être de la culture dessous. Ensuite, on va avoir un service de pilotage. Donc, on a un logiciel qui s'appelle AV Studio par lequel on va pouvoir piloter. Et donc, ce pilotage va se faire via plusieurs données d'entrée. La première, c'est le modèle de croissance de la culture. Donc, ici, la vigne qu'on développe dans le cadre de notre programme de recherche. Donc, j'en parlerai juste après. Les prévisions météorologiques. Donc, vous voyez que sur la photo, on a une instrumentation qui est sur site sur la parcelle. Donc, ici, on voit la station météo. Mais on a également des capteurs qui sont au niveau du végétal. Donc, ça va être des capteurs de type température foliaire, des capteurs de type microdendromètre, des capteurs de sonde d'humidité du sol. Finalement, l'ensemble des capteurs qui vont nous permettre d'évaluer le stress de la plante à un instant donné. Donc, le stress hydrique, thermique et radiatif. Donc, les panneaux, comme je l'expliquais, sont mobiles. Donc, ils sont montés sur tracker. C'est-à-dire qu'à tout moment, on va pouvoir complètement laisser passer le soleil. Donc, la parcelle va retourner à des conditions de plein soleil, de plein champ, comme sur une zone témoin sans la structure agrivoltaïque. Ou alors, on va mettre les panneaux perpendiculaires aux rayons du soleil. Et dans ce cas-là, on va avoir un ombrage qui va être apporté au rang de vigne. On peut également, grâce à la structure, compléter la protection avec des filets paragrèles. Donc sur la structure, on a directement des anneaux de levage sur lesquels on va pouvoir directement accrocher les filets. Aujourd'hui, donc sur la photo que vous voyez, c'est notre dispositif expérimental donc à Piolinc, donc dans le Vaucluse.
On a également mis en place un prototype pour avoir des filets automatisés. Donc ça, c'est une innovation qu'on est en train de tester actuellement. Dans le package, le service qu'on propose, il y a également un service d'accompagnement, puisqu'il y a des suivis agronomiques qui sont réalisés sur l'ensemble de nos projets, toujours en comparaison d'une zone témoin, donc la même production, mais sans système agrivoltaïque, et également une application qui va faire office d'interface entre le pilote, donc ici Sonagri, et l'agriculteur, pour pouvoir mieux échanger, mais également pour pouvoir mettre à disposition à l'agriculteur l'ensemble des données qu'on aura récupérées à la parcelle, ce qui lui permettra, lui, d'optimiser sa conduite culturale ou par exemple l'apport hydrique à la parcelle s'il met en place de l'irrigation. Donc sur la prochaine diapo, vous allez voir une coupe en fait de la structure. Donc aujourd'hui, les panneaux sont montés entre 4,50 m et 5 m de haut. Donc si on peut passer à la prochaine diapo, je ne sais pas si ça a arrivé sur mon écran. Donc la structure est adaptée en hauteur pour le passage d'engins agricoles, donc une machine à vendanger peut passer. Après, au niveau de l'anthrax est-ouest, on va pouvoir adapter cet anthrax en fonction du dimensionnement du vignoble, c'est-à-dire selon les distances de plantation que le viticulteur a l'habitude de faire. Si c'est du 2,25 ou du 2,50, on va adapter cet anthrax-là. Y avoir la possibilité de planter sur la rangée de poteaux ou non, suivant si on veut mécaniser ou pas entièrement, par exemple la vendange, la taille, etc. Et on va faire en sorte de conserver la densité de plantation par rapport à une parcelle classique sans système agrivoltaïque. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir mutualiser certaines opérations culturelles. Donc je parlais tout à l'heure des filets par agrêle, ça peut être également avec l'irrigation ou le palissage. Je pense beaucoup à l'arboriculture. Et aujourd'hui, on travaille dans le cadre de l'implantation de nos projets avec la filière aujourd'hui PVC, puisque un démantèlement est prévu de la structure à l'issue de l'exploitation de la centrale, de la fin de l'exploitation de la centrale agrivoltaïque. Donc, pour finalement avoir un retour à la parcelle sans dégradation du sol et comme initialement elle avait été conduite. Donc, concernant le programme de recherche, sur la diapo juste après, donc vous avez des détails un petit peu sur ce qu'on mène en amont du déploiement de nos projets sur le terrain. On travaille maintenant depuis 12 ans avec l'INRAE, avec l'IRCA, donc qui aujourd'hui a rejoint l'INRAE, et également avec la société ITK, donc dans le cadre d'un programme de recherche. Aujourd'hui, on est dans le programme qui se nomme Sonagri 3 pour démonstration. Donc aujourd'hui, on a 5 dispositifs expérimentaux qui sont mis en place de manière à s'adresser à un ensemble de filières agricoles, dont la viticulture. Donc la vigne, vous avez vu la photo juste avant. Finalement, l'objectif de ces dispositifs expérimentaux, c'est d'évaluer l'effet de l'ombrage sur les cultures, de cumuler des données expérimentales pour voir cet effet et ensuite construire des modèles de croissance en partenariat donc avec la société ITK, de manière à intégrer ces modèles de croissance dans nos logiciels AV Studio pour ensuite optimiser et définir finalement des stratégies de pilotage. C'est-à-dire, à un instant donné, on va pouvoir dire dans quelle position on va pouvoir mettre les panneaux pour donner le juste besoin en lumière à la vigne. Donc ensuite, donc finalement ce travail de R&D existe depuis 12 ans, mais continue. On va encore déployer d'autres dispositifs expérimentaux pour s'adresser à d'autres cultures, à d'autres cépages également en viticulture, et pouvoir répondre à des couples culture et climat différents, puisqu'on n'aura peut-être pas les mêmes résultats pour une vigne qui va se situer dans le sud-est de la France par rapport à une vigne qui va se situer nord-sud-est de la France. Et le dernier point que je voulais ajouter, c'est que finalement, donc pour la diapo prochaine, dans le cadre d'un projet pilote, aujourd'hui on a un certain nombre d'agriculteurs, beaucoup de viticulteurs qui nous contactent avec des problématiques agroclimatiques comme
le présentait Stéphane tout à l'heure, des problématiques de sécheresse, des problématiques d'échaudage, de gel, etc. Et donc, on va voir avec lui l'ensemble de ces problématiques, on va essayer de les quantifier sur son vignoble et on va essayer d'identifier des périodes vraiment critiques pour lui tout au long du cycle de la vigne, de manière à qualifier le besoin d'un système agrivoltaïque qui pourrait répondre justement à ces problématiques-là. Donc, on a toute une phase de qualification du projet avec l'agriculteur et ensuite, on définit plus techniquement le projet, donc la parcelle, pour laquelle on va toujours définir une zone témoin, où va être conduit les mêmes cultures avec le même itinéraire technique cultural, sans panneaux, sans persiennes agrivoltaïques, pour ensuite mettre en place un suivi agronomique à la parcelle. Alors bien souvent, ce suivi agronomique est réalisé par une chambre d'agriculture, par exemple, ou ça peut être par une station expérimentale, en tout cas par un organisme indépendant qui va pouvoir constater, observer, analyser les résultats et pouvoir comparer entre zones témoins et zones agrivoltaïques. Et ensuite, comme je le disais tout à l'heure, Sunagri complète son analyse en mettant une instrumentation sur site. Et ces données-là vont être utilisées par l'organisme qui réalise le suivi, par nous pour le pilotage et par l'agriculteur pour la bonne conduite de sa culture. Merci beaucoup, Perrine. Finalement, on se rend compte que Sunagri propose un service vraiment sur mesure qui place l'agriculteur au cœur du projet et surtout, si j'ai bien compris, les besoins des viticulteurs sont passés au crible, que ce soit en termes d'objectifs de production en quantité, en qualité de raisin, que d'itinéraire culturel, vraiment avant de lancer les choses. Je passe à présent la parole à notre dernier invité, donc Julien Thierry, qui est chef de service viticulture à la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales, qui va nous parler du projet pilote installé au domaine de Nidolaire à Tresserre, au sud de Perpignan. C'est un domaine viticole qui produit des côtes du Roussillon, des côtes catalanes, des vendanges tardives et des vins doux naturels. Julien, c'est à vous. Rebonjour à tous. Donc, je vais vous parler du projet qui se situe sur la commune de Tresserre, donc dans le sud du département des Pyrénées-Orientales, donc très proche de la frontière espagnole. Donc, on est sur un domaine de 25 hectares de vignes, sur lequel le vigneron avait différents objectifs. Le premier étant de remettre en culture des parcelles qu'il avait en friche, avec l'objectif de se protéger contre les changements climatiques. L'objectif également de produire des vins plus légers, avec notamment un plus faible niveau d'alcool, et tout ceci avec une structure agrivoltaïque qui soit compatible avec la mécanisation de ces travaux agricoles. Donc ce projet, il est issu d'une rencontre en 2015 entre la société Sunagri et le vigneron, qui ont exposé leur projet. Enfin, le vigneron a exposé ses objectifs à Sunagri. Sunagri leur proposant la possibilité de mettre en place une structure sur son exploitation. Et donc, suite à cette première rencontre, ces deux entités se sont très rapidement rapprochées de la Chambre d'agriculture pour qu'on puisse étudier à trois la faisabilité d'un tel projet, ce qui nous a permis rapidement, notamment, de travailler sur le choix des cépages, les densités de plantation, les modalités de suivi agronomique et bien évidemment la structuration du mentionnement des panneaux, des poteaux, etc. Et ensuite le phasage de toutes les étapes de chantier et ensuite de suivi. Donc je pense qu'il était prévu une petite vidéo là pour que vous fassiez une petite idée là de la structure. Si vous pouviez lancer la vidéo. Et Alain, si vous pouviez lancer la vidéo, Alain, voilà. Voilà, donc mon micro est toujours ouvert. Cette parcelle-là, elle est constituée de 4,5 hectares de vignes sur lesquels sont positionnés les panneaux photovoltaïques. Donc, on est sur de l'agrivoltaïque dynamique. On a choisi 3 cépages en cohérence avec les objectifs de production du vigneron. Donc, les 3 cépages suivis sont le grenache blanc, le chardonnay et le marcelan. Selon un schéma de plantation, donc avec des écartements de 2,25 m
entre chaque rang de vignes, qui permet donc d'avoir 3 rangées de vignes, puis une rangée de poteaux sur laquelle sont également implantés de la vigne, ce qui a permis de conserver une densité de 4000 pieds hectares. Donc, la mise en place de cette structure s'est faite pendant l'hiver 2017-2018 et une plantation donc, qui s'est déroulée en suivant au printemps 2018. Cette première expérience de mise en place de suivi agrivoltaïque nous a permis de constater quand même qu'il fallait être vigilant sur la période de chantier, de mise en place des panneaux, parce qu'on a des gros engins de BTP qui sont là pour notamment planter les poteaux, mettre en place la structure. Et on n'a pas été assez vigilant à ce moment-là, parce qu'on a eu des interventions qui sont faites sur des sols humides, et donc on a constaté des tassements importants, et il a fallu avoir des travaux importants avant la plantation pour restructurer le sol. Donc, c'est un point de vigilance que je voulais mettre en avant et qu'on peut aisément lever quand on est vigilant à ce paramètre-là. Donc, suite à cette plantation de 2018, on a constaté que ce soit sur la vigne agrivoltaïque ou la parcelle témoin, qui est constituée des 3 mêmes cépages plantés en même temps, on a constaté malgré tout un excellent niveau de reprise des plants, entre 98 et 99% de taux de reprise sur les 2 parcelles. Donc, rien de négatif à signaler à ce niveau-là. Donc là, maintenant, on en est à la 3e année de suivi. On a 3 campagnes de recul, 2018, 2019 et 2020. Et donc, on va le voir sur la diapo suivante. On est en mesure de dégager quelques premières tendances sur le comportement de la vigne. Alors, en premier point, sur la phénologie. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate d'abord un léger avancement de stade phénologique sur les premiers stades, avec une précocité de 2 à 3 jours sous agrivoltaïque. Et cette précocité s'atténue et finit par s'inverser au fil du temps. Donc, à la floraison, on n'a plus que 1 à 3 jours de décalage. Et ensuite, quand il s'agit de la véraison ou de la maturité, bon, chose qu'on n'a pas encore pu mesurer sur le site de Tresser, parce que sur une vigne trop jeune, on n'a pas encore eu de raisin, mais on a les enseignements sur le site pilote de Piolin, qui est sur un plus petit dimensionnement, où on voit un retard de véraison de 3 à 5 jours, donc ce qui est cohérent avec des objectifs de décalage de maturité par rapport à ce qu'évoquait Stéphane tout à l'heure, et une récolte qui présente un niveau d'acidité supérieur et un peu plus d'anthocyane. Voilà le premier élément sur la phénologie. Ensuite, sur la diapositive suivante, on peut voir les premiers constats vis-à-vis du changement du microclimat. Donc, on l'a vu au travers des intervenants précédents qu'un des objectifs de l'agrivoltaïque, c'était l'adaptation au changement climatique. Alors, il y a 2 paramètres majeurs qu'on a pu identifier avec les campagnes qu'on a suivies. Le premier qu'a évoqué Stéphane, c'est le coup de chaud là, du 28 juin 2019, où on voit très bien l'instrumentation sur la parcelle l'a démontré, ou sur les vignes qui étaient à l'ombre des panneaux, on a eu 4 degrés de moins que sur les vignes qui n'étaient pas sous ombrage. Donc, ces 4 degrés, c'est ce qui peut faire la différence entre une parcelle qui a suivi un échaudage sévère et une parcelle qui a suivi un échaudage plus faible ou voire pas du tout d'échaudage. Ce constat-là, on fait le même là, sur la diapo suivante en termes de lutte contre le gel. Et on fait le constat totalement inverse, c'est-à-dire que par exemple là, sur la première semaine de janvier de cette année, j'ai mis 2020, mais c'est 2021, c'est bien cette année. Donc, on a eu des gels assez importants en début d'année, et d'ailleurs assez atypiques pour chez nous. Alors, le gel de janvier n'est pas franchement préoccupant pour la vigne, mais en tout cas, ça peut illustrer l'effet de la structure agrivoltaïque. Vous le voyez sur le fond de la photo, le sol de la vigne, il est tout blanc. Donc, on voit donc la parcelle qui n'est pas sous panneau. Et la parcelle sous panneau, elle n'est pas gelée. Donc, déjà, on a un premier constat visuel de différence de température sous panneau. Là, c'est une photo prise à 7 heures du matin. Et quand on regarde les relevés de température, on constate également un décalage de 4 degrés, cette fois-ci en faveur de la structure sous panneau. Donc, il a fait 4 degrés de plus sous la structure agrivoltaïque. Donc, on peut aisément imaginer qu'un épisode de gel qui se déroule au mois de mars ou au mois d'avril puisse être protégé par la structure agrivoltaïque. J'espère ne pas avoir à faire de constat sur la parcelle d'expérimentation, mais en tout cas, voilà, on a vu ça au mois de janvier.
Donc voici les premiers enseignements qu'on peut en tirer sur, on va dire, le changement contre le microclimat. Il y a un autre point qu'on a mesuré, c'est l'adaptation vis-à-vis du stress hydrique. Alors pour évaluer le stress hydrique, on a différents types d'indicateurs qui existent. Alors sur le site de Tresserre, on a fait des mesures d'APEX, donc on évalue la croissance des rameaux, la chute ou non des apex, et qui donne un indicateur qui s'appelle l'indice d'arrêt de croissance. Alors, sans rentrer dans les détails, et vous serez obligé de me faire confiance, on constate une contrainte hydrique moins importante sur la parcelle sous panneau que sur la parcelle témoin. Ces mesures, elles sont aussi confirmées par ce qu'on observe sur la parcelle de Piolingue, donc dans le Vaucluse, ce qu'on voyait en photo là sur les diapos de Périne, où on constate une baisse de l'évapotranspiration de 12 à 34%. Ces effets, ils peuvent s'expliquer de différentes manières. Moi, l'hypothèse que je formule, c'est le maintien d'une relative fraîcheur sous les panneaux, par notamment l'ombrage que génèrent les panneaux, et peut-être aussi par une moindre pénétration du vent à l'intérieur de la parcelle, et donc ce vent qui a pour effet habituel d'assécher la végétation. Alors malheureusement, la contrepartie qu'on a constatée en 2021, c'est un des enseignements majeurs du millésime, donc comme pour beaucoup de personnes, ça a été un millésime très compliqué vis-à-vis de la lutte contre le mildiou. On a maintenu avec ce dispositif un climat humide plus important sous la structure de panneaux, qui a eu pour effet quand même d'accentuer la pression mildiou sous panneau, contrairement à la parcelle témoin. Mais bon, encore une fois, 2020, c'était un millésime très atypique et je ne suis pas sûr qu'on reconnaisse un millésime de ce type de sitôt. Donc voilà pour les premiers enseignements agronomiques. Donc pour moi, les premiers enseignements sont plutôt prometteurs. Bon, la vigne étant une culture pérenne, il faut quand même quelques années de recul avant de se prononcer de façon définitive sur l'intérêt réel d'une structure agrivoltaïque. Avec quand même malgré tout une préférence sur le concept d'agrivoltaïque dynamique qui permet une meilleure prise en compte des contraintes agronomiques. Donc pour moi, il y a encore beaucoup de travail à fournir, donc avec la société Sonagri, mais sur le marché aussi, il y a d'autres opérateurs qui se positionnent sur l'agrivoltaïque ou l'agrivoltaïque dynamique, sur lesquels on n'a pas ou très peu de références. Donc pour nous, organismes consulaires, il est important d'obtenir des références sur tout type de dispositif pour être en mesure de préconiser ou de déconseiller tel ou tel dispositif. En 2021, on va être en mesure de réaliser les premières vinifications de la parcelle de Tresserre. Donc, on pourra évaluer le réel impact sur le vin d'une structure agrivoltaïque. Et bien sûr, il faut continuer à travailler sur les algorithmes de pilotage afin de fournir le meilleur service à la vigne. Donc, si je devais donner un avis, pour moi, c'est une technologie qui peut avoir un avenir dans le paysage viticole, car les premiers résultats sont prometteurs. Que malgré tout, la profession viticole reste vigilante quant à ce type de dispositif. On est bien dans un enjeu de concilier les usages fonciers en termes de production d'énergie et de production agronomique. Pour nous, l'enjeu principal est bien évidemment de préserver les territoires à plus fort enjeu agronomique pour des productions agricoles, en l'occurrence la vigne. Il faudra aussi voir dans quelle mesure ce type d'implantation est réalisable sur des vignes de type en appellation, donc en AOP, donc avec une concertation nécessaire avec l'INAO et les ODG. Et à mon sens, le premier axe de développement de ce type d'installation, je pense que ça doit être sur des vignes type IGP ou vin sans IG, dans un objectif de réduction des coûts de production, donc sur des vignobles très fortement mécanisés, pourquoi pas à l'irrigation. Et en tout cas, je pense que c'est une technologie d'avenir et qui doit encore, malgré tout, faire preuve de son efficacité. Merci à vous. Merci beaucoup, Julien, pour ces enseignements se rapportant à votre expérience de l'agrivoltaïsme dynamique. Et je crois même savoir que vous avez un projet à venir à la Chambre avec la mairie de Florensac sur 4 hectares, peut-être sur 2021 ou 2022. Alors, vous parlez certainement de la Chambre d'agriculture de l'Aude, parce que Florensac se situe dans l'Aude, donc ce n'est pas avec la Chambre d'agriculture des PO, mais comme dans chaque territoire,
les chambres d'agriculture sont en général l'interlocuteur privilégié à la fois pour réaliser le suivi agronomique et vérifier l'efficacité d'un tel système, et éventuellement, et c'est ce qui est souhaitable, et c'est la force de Sonagri dans le montage de ces projets, c'est de nous solliciter pour vérifier une bonne adéquation entre les projets de l'agriculteur et les intentions du producteur d'énergie. Oui, c'est vraiment effectivement au cœur de la stratégie de Sonagri pour être aux côtés des viticulteurs. Vous en savez à présent un peu plus sur l'agrivoltaïsme, solution intelligente de protection du vignoble, mais vous avez sans doute de nombreuses questions. Si vous ne l'aviez pas encore fait, vous pouvez dès maintenant interagir avec nous et donc poser vos questions. Pour cela, rien de plus simple. Je vous rappelle le mode d'emploi. Vous déposez votre question par écrit en passant par la console de la plateforme grâce à laquelle vous vous êtes connecté. Il suffit de l'ouvrir et vous tapez votre question dans la zone réservée à cet effet et je me chargerai de la relayer de vive voix. Et vous pouvez aussi prendre la parole une fois que vous aurez cliqué sur la petite main pour la solliciter. Et dès que le micro passera au vert, vous pourrez vous exprimer. Et nous vous rappelons également que nous vous proposons à la fin de cette table ronde de vous mettre en relation directement avec les experts. Donc, il suffit là aussi de nous l'indiquer ou bien dans l'espace questions ou bien en répondant au petit sondage qui arrivera tout à l'heure en toute fin de session. Donc, au niveau des questions, alors attendez que j'ouvre la console. Nous avons déjà pas mal d'interrogations. Alors. Voilà. Alors, Léa nous demande si le pilotage est suffisamment réactif pour une lutte contre un épisode de grêle. Honneur aux dames. Perrine, on va commencer par Perrine. Oui, merci pour la question, Léa. Au niveau de la grêle, les panneaux n'ont pas vocation à protéger intégralement. Pour la première raison, l'emprise, en fait, si on regarde le taux de couverture des panneaux par rapport au sol, ça ne couvre pas entièrement. Donc, c'est pour ça qu'on propose aujourd'hui, dans le dimensionnement du projet, la possibilité de pouvoir intégrer des filets para-grêle directement sur la structure, qui, eux, auront vocation à protéger lors d'un épisode de grêle. Et c'est pourquoi, comme je le disais tout à l'heure, on développe aujourd'hui, on a un prototype pour rendre ces filets automatiques et qui ne soient pas constamment déployés sur le vignoble et qui se déploient. Alors généralement, les alertes météo qui sont données sur un épisode de grêle, c'est souvent 2 heures avant et qui puissent être déployés donc en amont, juste avant, 2 heures avant pour pouvoir protéger le vignoble en cas de grêle. Donc au niveau réactivité, voilà aujourd'hui ce qu'on peut proposer. Merci Perrine. Antoine s'interroge, les poteaux de soutien sont-ils dans le rang ou dans un interrang agrandi? Et comment faire une question qui sous-tend évidemment cette première interrogation, comment faire pour faire passer le matériel, les machines? Peut-être Stéphane? Bon, je peux répondre si vous voulez. Donc effectivement, la question de la mécanisation, c'est en général la première question qui se pose une fois que le sujet de l'agrivoltaïque est mis sur la table. Alors, il y a 2 contraintes à identifier. Il y a la première contrainte de la hauteur de la structure pour permettre de faire passer notamment une machine à vendanger. Donc, le dispositif là qu'on voit en photo, on est sur des hauteurs de panneaux entre 4,50 m et 5 mètres. Donc, ça permet le passage d'une machine à vendanger, enjambeur, il n'y a pas de souci. L'autre contrainte, c'est les poteaux. Alors, les poteaux, il y a différents choix à faire en termes d'écartement. Donc, aujourd'hui, en termes de potence, c'est-à-dire l'intervalle de portance, l'intervalle entre 2 rangées de poteaux, on peut faire Sonagri peut faire des structures entre 7 mètres et 11 mètres de large, ce qui peut permettre de positionner entre 3 et 4 rangs de vignes
entre les rangées de poteaux sur des écartements entre 2 mètres et 2 mètres 50. Donc ça, c'est possible et ce n'est pas une contrainte particulière. Se pose ensuite la question de qu'est-ce qu'on fait sur la rangée de poteaux. Donc là, on le voit à peu près sur la photo, le choix du vigneron là, de la parcelle de Tresser a été de planter sur la rangée de poteaux, ce qui évidemment est une contrainte pour la mécanisation, notamment de la récolte. Et donc là, ça suppose qu'une rangée sur 4 soit vendangée à la main. C'est une contrainte majeure qu'on peut lever d'une autre manière en faisant d'autres choix, notamment le choix de ne pas planter sur la rangée de poteaux et d'implanter par exemple des systèmes de haies à objectif biodiversité. Et donc dans ce cas-là, on serait sur un schéma de 4 rangées de vignes et une rangée de haies biodiversité sur laquelle se positionne la rangée de poteaux. Merci Julien. Stéphane, peut-être avez-vous un point à apporter pour compléter ce que Julien vient d'indiquer? Non, pas vraiment. Après, la difficulté, effectivement, il a précisé, c'est au niveau des poteaux, c'est notamment une machine à vendanger qui est obligée de passer sur le rang lui-même. On peut imaginer, enfin, pour nous, ce qui nous incombe dans le projet Florensac, de parler d'une autre forme de culture entre les poteaux. On peut parler de raisin de bouche ou des choses comme ça qui permet d'avoir une autre forme d'agriculture et non pas uniquement de la vigne. Voilà. J'avais coupé mon son. Une question pour Perrine. Léa nous demande s'il peut y avoir divergence d'intérêt entre la production d'énergie et les besoins en lumière de la vigne. Le pilotage se fait-il toujours en faveur du viticulteur et de la vigne? Oui, c'est une très bonne question et c'est tout l'objet en fait du service qui est proposé par Sonagri, qui est un service agrivoltaïque. C'est-à-dire que dans le cadre de l'installation d'un projet agrivoltaïque, sur une parcelle agricole, on va avoir finalement un jeu à 3 acteurs. C'est-à-dire qu'il va y avoir l'agriculteur, donc qui va investir dans ses plantations, qui va avoir un objectif de production agricole. Ensuite, il va y avoir un producteur d'électricité, qui peut également être l'agriculteur d'ailleurs, en partie ou en totalité, c'est-à-dire qu'il peut investir dans la structure et récupérer une partie du chiffre d'affaires de la production d'électricité, donc via en fait une société de projet qui va porter l'investissement de la structure agrivoltaïque, et un troisième acteur qui va être le pilote qui va être indépendant de la production électrique. Et du coup, en ce sens, toute la qualification que j'évoquais juste avant, donc la qualification du projet pour bien identifier des besoins agroclimatiques, vont nous permettre de dire s'il y a un intérêt déjà de développer un projet agrivoltaïque sur la parcelle. Dit autrement, s'il n'y a pas d'intérêt agroclimatique, le projet n'a pas de sens sur la parcelle et donc sur la culture considérée et sous le climat considéré. Et dans ce cas-là, on ne ferait pas le projet, puisqu'on ne trouverait finalement pas une rentabilité. Il est évident que si on doit s'effacer, c'est-à-dire laisser passer tout le temps la lumière sur la parcelle, il n'y a pas d'intérêt de développer le projet, il n'y aura pas de rentabilité à trouver. Finalement, la production électrique est toujours secondaire, mais elle va pouvoir permettre en fait de trouver un équilibre dans la rentabilité du projet. Et donc c'est toute cette phase de qualification qui va nous permettre de dire s'il y a un intérêt ou pas pour le projet et s'il y aura une certaine rentabilité. Et ensuite dans le pilotage, on a nos stratégies de pilotage dans lesquelles on considère une dégradation du productible électrique, donc qui est entendu par le producteur d'électricité, et donc une rentabilité qui va dégrader, mais qu'on va quand même trouver un équilibre pour pouvoir justement toujours pouvoir prioriser la plante à la production électrique, parce qu'elle a un besoin de protection sur des périodes bien définies au cours du cycle végétal. Alors Stéphane nous dit avoir été contacté par l'entreprise générale du solaire qui lui a proposé un projet en agrivoltaïsme et où on lui a parlé de Sonagri. Alors Stéphane se demande s'il s'agit d'un des concurrents de Sonagri ou bien d'un partenaire. Alors c'est effectivement un partenaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous proposons une prestation de service
dès le départ, dès l'identification d'un projet jusqu'à son exploitation, c'est-à-dire le pilotage des panneaux auprès de développeurs photovoltaïques qui veulent aujourd'hui s'adresser justement à cette filière qui est l'agrivoltaïsme et qui finalement n'ont pas forcément l'expertise et l'ensemble du retour d'expérience que nous pouvons avoir pour développer ce genre de projet. Donc, on va proposer nos services pour les accompagner sur le développement du projet, bien définir avec l'agriculteur ses objectifs de production et ensuite apporter nos services de pilotage dans le cadre de l'exploitation de la centrale agrivoltaïque. Donc, effectivement, on travaille en partenariat avec un certain nombre de développeurs pour des projets agrivoltaïques dynamiques. Alors, une question terrain d'Antoine. Pour le gel, l'effet des panneaux est attribué à quel mécanisme? Cela jouerait sur le gel radiatif? Alors, Stéphane, Julien? Moi, je pense que ça concerne les gelées blanches, c'est-à-dire l'effet des panneaux, c'est de conserver la chaleur du sol. Donc, effectivement, le gel radiatif, on limiterait la déperdition de chaleur du sol au moment du lever du jour. Hein. Donc, c'est à ce moment-là qu'intervient le gel radiatif et c'est là qu'on a constaté des différences de température. Donc, effectivement, je pense que les panneaux, quand ils sont à plat, donc ils ont à peu près 30% de couverture au sol, permettent de conserver un peu la chaleur issue du sol et donc de limiter le gel. Stéphane, vous avez un retour à nous apporter sur ce point? Non, pas plus. Je suis d'accord avec lui. C'est effectivement la couverture des panneaux qui va permettre de maintenir la chaleur au sol et d'éviter les pertes radiatives. Perrine, peut-être un détail supplémentaire à apporter par rapport à ce gel radiatif? Non, simplement que ce qu'évoquait tout à l'heure Julien hein, sur la parcelle, donc sur notre démonstrateur, c'est des choses qu'on a pu identifier et mesurer et observer en fait sur l'ensemble de nos dispositifs. C'est-à-dire que ce soit sur le dispositif Apulink, mais également en arboriculture, sur notre dispositif en pomme, on a une vraie valeur ajoutée effectivement sur la protection en cas de gelée blanche au cours du printemps, au moment de la formation des bourgeons. Oh, bah, c'est une bonne nouvelle. Et comment se répartissent les coûts, installation, maintenance, etc. et les produits? Voilà, comment se répartissent les coûts entre Sonagri et le vigneron? Alors aujourd'hui, ce qui est proposé, donc sur les coûts de l'installation, comme je disais juste avant, on a donc ce jeu à 3 acteurs où l'agriculteur va pouvoir soit bénéficier de l'infrastructure agrivoltaïque des personnes agrivoltaïques sans investir dans la structure, donc il va mettre à disposition le terrain et donc il va conduire sa culture, soit il va pouvoir investir en partie ou en totalité dedans pour récupérer une partie du chiffre d'affaires de l'électricité. Après, en termes de rentabilité, elle est bien évaluée en fonction de chaque projet, selon la culture à laquelle on s'adresse. Là, on parle de vigne, ou selon le climat également. On n'aura pas la même rentabilité si selon la taille du projet, selon sa latitude, etc. Et après, en termes de coût, on peut retenir un coût à l'hectare de 800 000 euros. Donc forcément, c'est un coût qui reste important. C'est pourquoi ce jeu à 3 acteurs va permettre à un agriculteur qui n'a pas forcément le financement pour ce genre de système de quand même pouvoir en bénéficier et d'avoir ce pilotage de l'ombre tout au long du cycle végétal de la vigne. Ensuite, la rentabilité du projet va se faire sur plusieurs critères et notamment des critères agronomiques. Donc, au niveau agronomique, l'implantation d'une telle structure va permettre, au total, en termes de gains, va représenter 3/4 des gains au niveau agronomique va concerner la protection qu'on va avoir face à des aléas climatiques, donc ceux qu'on notifiait avant, la problématique de sécheresse, de gel, de grêle, etc., qui entraînent quand même des pertes assez importantes chaque année, à chaque millésime. Et ensuite, on va avoir des gains au niveau de la mutualisation par rapport à des opérations culturales, par rapport à une économie d'eau qui est moindre, mais qui a quand même du sens au niveau environnemental et dans la conduite du vignoble.
Voilà. Alors, que se passe-t-il si la durée de vie de la vigne est inférieure à la durée de vie de l'installation? Alors, je peux répondre. Après, aujourd'hui, la durée d'exploitation d'une centrale agrivoltaïque, d'une parcelle agricole, correspond à une durée de vie d'un vignoble. Après, il se peut effectivement qu'une vigne soit arrachée pour d'autres raisons avant. Donc, dans ce cas-là, de la même manière, l'implantation des poteaux fait qu'on redimensionnera le vignoble comme il a été dimensionné avant. On ne pourra pas partir sur des distances de plantation complètement différentes, quoi qu'on pourrait adapter. Ça pourrait être replanté sur la rangée de poteaux si ça n'avait pas été le cas avant. Donc c'est possible. C'est le cas également sur des projets en arboriculture, notamment sur des projets d'arbres en fruits à noyaux, où on est quand même sur des longévités un petit peu plus courtes par rapport à un vignoble, où on arrache et on replante tout simplement. Merci Perrine. À nouveau, une question alors là plutôt agronomie, donc pour Julien ou pour vous à nouveau, de la part de Bruno. Quel est l'impact des panneaux photovoltaïques sur l'intensité lumineuse reçue par la plante et plus particulièrement le PAR, le Photosynthetically Active Radiation? J'ai aucun élément scientifique à donner, c'est des choses qui sont mesurées, mais j'ai pas du tout les chiffres en tête, donc je dirais une grosse bêtise si j'avançais un élément, mais c'est quelque chose à laquelle on peut répondre par la suite si on a les coordonnées du participant, parce que c'est des données qui sont mesurées par ITK et INRAE, donc on peut répondre à cette question, mais là de mémoire je ne saurais pas répondre. Bruno, on reviendra vers vous à ce moment-là. Si vous êtes encore avec nous, on reviendra vers vous avec une réponse précise. Alors, nous avons une question de Frédéric. Quelle est la puissance installée sur les parcelles expérimentales? Quel est l'ordre de grandeur de la production annuelle d'électricité? Perrine, peut-être? Alors, je ne sais pas ce que la personne entend par parcelle expérimentale. Alors, jusque-là, on parlait de dispositif expérimental. C'est celui, par exemple, que j'ai présenté en vigne. Donc là, on est sur des petites parcelles de 1000 mètres carrés parce que ça a vocation exclusivement expérimentale et pas de production électrique. En revanche, sur des projets comme on voit sur la photo de démonstrateurs, il faut retenir à peu près entre 700 kW crête installée à l'hectare. Et par exemple, pour le projet qui a été présenté par Julien, on est de mémoire, on est à 2,2 gigawatts crête. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, on est sur, ça produit l'électricité pour la consommation de 600 foyers à l'année. Ça vous donne à peu près un ordre d'idée. Et Pierre il pose la question à Julien, est-ce qu'on peut implanter une centrale sur une vigne déjà en place? Alors, c'est un élément que j'ai oublié d'aborder tout à l'heure. Effectivement, le schéma préférentiel, à mon sens, c'est d'abord d'implanter la structure avant de mettre la vigne. Pour la bonne raison que on utilise des engins importants pour manipuler. Vous voyez bien que ça fait quand même quelques tonnes d'acier à manipuler. Donc, on est sur des gros engins manuscopiques, par exemple, où la vigne serait un facteur limitant pour réaliser les travaux. Donc, effectivement, le schéma préférentiel, c'est d'abord, on met la structure et deux, on met la vigne. Et c'est un élément qui peut permettre de répondre à une des questions précédentes. Que faire si on doit arracher la vigne et replanter? Ça n'a pas franchement d'incidence sur la replantation. À mon avis, le chantier le plus compliqué, ce serait d'arracher. Mais replanter sous une structure existante, c'est à mon sens pas un souci. Avec malgré tout quand même une vigilance, c'est la possibilité de planter à la machine. Sur le secteur où on était, on avait quand même un faible signal et on a eu des grosses difficultés à planter à la machine du fait de la présence des panneaux. Ensuite, planter sur une vigne existante, à mon avis, c'est pas quelque chose à faire. Enfin là, je sais pas quelle est l'expertise de Sonagri là-dessus, mais ça me paraît être un chantier quand même assez compliqué et en tout cas pas le schéma préférentiel. Oui, effectivement, je confirme. Aujourd'hui, les projets pilotes, en tout cas de la taille des projets de démonstration qu'on a,
c'est-à-dire à l'échelle de la parcelle, 2-3 hectares, voire plus, on est toujours sur nouvelles plantations. Pour la simple et bonne raison que mettre des pieux là où les vignes sont déjà plantées, forcément, par rapport aux machines qui sont utilisées, ça va impacter le vignoble. Alors, peut-être des arrachages et après des dégâts peut-être sur la vigne. Donc, nous, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne réalise pas. On a dû le faire sur des dispositifs expérimentaux, donc on est dans des conditions très spécifiques, on est sur des stations expérimentales pour vraiment avoir de la donnée expérimentale sur vignes adultes. Mais pour des projets grandeur nature, on est sur une nouvelle plantation. Et c'est vrai que c'est un élément important à avoir en tête si on souhaite installer ce type de persienne. Et il faut mettre en perspective les coûts à l'hectare de mise en place de la structure que Perrine évoquait à environ 800 000 € hectare par rapport au coût d'une plantation de vigne qui est largement plus faible. Et donc, effectivement, et ça peut être malheureux dans certaines situations, mais à mon avis, il vaut mieux arracher pour mettre les poteaux et ensuite planter la vigne. Alors, une dernière question, ce sera le mot de la fin. Y a-t-il une taille minimale pour un projet, pour lancer un projet? Alors, je dirais, j'évoquais tout à l'heure la taille d'une parcelle. Aujourd'hui, les projets qu'on développe, on est sur des projets de minimum 2 hectares, en sachant qu'on considère toujours une partie de zone témoin. Donc, je parle bien de 2 hectares sous dispositif agrivoltaïque. Voilà, donc il faut avoir en tête ce minimum-là qui à mettre du coup en lien avec l'implantation d'un nouveau vignoble aussi pour le viticulteur. Moi, je parlerais plutôt de taille maximale à ne pas dépasser. Le schéma classique, c'est des projets maximum de 4, 5, 6 hectares. C'est en lien d'ailleurs avec les appels d'offres de la Creux Innovation, mais j'ai plus le chiffre en tête, mais Perrine, tu l'as peut-être. C'est 5-6 hectares maximum le dimensionnement d'un projet agrivoltaïque. Ouais, on parle plutôt en mégawatts Mais transposer à l'hectare, ça fait ça, oui. Oui, ça fait des projets de maximum 5-6 hectares. Après, ça va dépendre en fait du coup de. Alors tout à l'heure, j'ai dit une bêtise, je parlais de gigawatts, mais on parle bien de mégawatts, pas de gigawatts. C'est un petit peu énorme. Mais on parle de projets de 5-6 hectares à peu près. Ça va varier en fait selon la position géographique des projets, puisque le productible électrique ne sera pas le même en fonction du positionnement géographique. Chers auditeurs, nous allons devoir nous quitter. Toutes les bonnes choses ont une fin, mais surtout, restez avec nous encore quelques minutes. Si vous souhaitez approfondir dès maintenant l'un ou l'autre des sujets abordés ou plus tard à votre convenance, nous vous offrons la possibilité d'échanger en privé avec un expert Senagri autour des solutions d'agrivoltaïsme dynamique. Pour cela, il vous suffit de répondre au rapide sondage qui va apparaître sur votre écran, si tout va bien. Ou alors, si le sondage n'apparaît pas, vous nous le faites savoir dans l'outil de saisie de questions. Voilà, vous nous indiquez que vous souhaitez être recontacté. Nous nous ferons un plaisir de vous mettre en relation avec les experts en vous transmettant un lien de connexion. Voilà, nous arrivons donc au terme de cet échange. Merci à tous à nouveau d'avoir été des nôtres, chers auditeurs viticulteurs. Merci à Perrine de Senagri, mais aussi à Stéphane Roch de la CAFSCOP de Florensac. Et aussi, merci à Julien Thierry de la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales. À bientôt, chers auditeurs. Nous vous souhaitons une excellente journée. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir Stéphane, pardon, j'avais pas le micro. Ouais. Une prochaine fois peut-être. Allez. Tu es bienvenu à Tresserre si tu es pas déjà venu. Je suis déjà venu, à l'inauguration, j'étais là. D'accord, ok. Allez, une prochaine fois alors. Merci, au revoir.